Alors Laurent Chemla, ceux qui suivent Mediapart vous connaissent, vous avez votre blog sur Mediapart, vous êtes le fondateur de Gandhi, vous êtes une figure à la fois de la créativité numérique et aussi du débat sur les libertés au cœur de ce bouleversement. Vous êtes aussi évidemment à la Quadrature du Net et vous vous êtes engagé très tôt sur ce projet de loi en faisant beaucoup de billets de blog, d'explications, dont un billet qui a beaucoup mobilisé du monde en disant à tous ceux qui s'en foutent. Et tout d'un coup, vous leur disiez, mais je vais vous expliquer pourquoi ça vous concerne. Alors, dites-le à ceux qui n'auraient pas lu ce billet. J'ai écrit 2 billets en réalité. D'abord un qui était adressé aux traîtres à la République. C'était les députés. Les députés, mais en fait tous nos représentants qui vont voter, parce qu'on le sait déjà, hélas, ce texte demain. Surtout sur le fait... Je voudrais revenir sur un principe fondamental de ce qui est censé être une démocratie représentative, donc la France, qui est la séparation des pouvoirs. C'était ça qui m'a vraiment le plus choqué dès le départ. Et c'est la raison pour laquelle j'entamais cette série de billets. C'était de rappeler que un des principes fondamentaux d'une démocratie représentative, c'est la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Il se trouve que, sous la Ve République en France, la séparation entre l'exécutif et le législatif est déjà assez ténue, encore plus depuis la mise en place du quinquennat, c'est-à-dire qu'on a des députés qui votent ce que le gouvernement leur demande, et donc on n'a quasiment plus de séparation entre ces deux pouvoirs. Et ce texte de loi, comme d'autres, comme de plus en plus de textes de loi, tente à écarter encore plus le judiciaire des pouvoirs et du coup regroupe tous les pouvoirs au sein de l'exécutif pratiquement. C'est là le Premier ministre qui pourra... C'est le Premier ministre qui est maître. L'avis de la commission de contrôle est purement consultatif. Exactement. Voilà. C'est le pouvoir exécutif qui est maître de cette surveillance. Mais le problème, c'est que quand le pouvoir exécutif est maître à la fois de la surveillance des citoyens et de la décision de quel texte va être voté par le législatif et y compris l'application ensuite et le contrôle juridictionnel des textes votés, puisque c'est aussi le cas ici, c'est-à-dire que si un citoyen voulait s'opposer aux écoutes administratives, il devrait en faire part à l'administration et demander son avis à l'administration, et donc encore une fois au pouvoir exécutif. On ne se retrouve plus dans une démocratie du tout. C'est-à-dire qu'en pratique, petit à petit, ce qui est en train de se mettre en place, c'est un État totalitaire et un État policier. Alors, on me dit souvent que c'est excessif. Moi, je dis juste, si vraiment on considère ça excessif, je demande aux gens simplement d'aller lire les définitions de ce qu'est un État policier, de ce qu'est une démocratie représentative, de ce qu'est la notion de séparation des pouvoirs, pour bien comprendre qu'il n'y a rien d'excessif dans ce que je suis en train de dire. On est vraiment, sous cette Ve République, en train d'oublier complètement ce qu'est une démocratie. Ensuite, effectivement, mon deuxième billet, c'était, cette fois-ci, m'adresser aux citoyens, parce que j'avais l'impression que ce texte n'intéressait personne. Non seulement les députés allaient voter un texte qui, moi, me semblait liberticide, et je reviens juste sur ce que disait Julien tout à l'heure. Le fait de s'abstenir dans le cas d'un texte comme celui-là, pour moi, c'est tout aussi grave que de le voter. C'est juste pas possible de voter, de s'abstenir sur un texte qui ignore le pouvoir judiciaire et qui, encore une fois, concentre plus de pouvoir dans les mains de l'exécutif. De mon point de vue, un représentant démocratique dans une démocratie ne peut pas voter ce type de texte, pas s'il représente des citoyens. Et du coup, les citoyens qui eux-mêmes ne bougeaient pas, j'avais envie de leur dire, oui, c'est pas possible, ne laissez pas vos députés agir sans réagir. Et si vous croyez vraiment que vous n'avez rien à cacher, comme le chantait tout à l'heure Jérémy et la Parisienne libérée, à ce moment-là, réfléchissez un tout petit peu. Peut-être que, effectivement, votre vie n'a pas assez d'intérêt pour intéresser les services de renseignement. Mais aujourd'hui, vous pouvez penser ça. Qu'est-ce qui sera dans 10 ans des renseignements qui sont aujourd'hui collectés à votre sujet ? Comment savoir si, dans quelques années, on ne vous reprochera pas des choses qui, aujourd'hui, vous semblent complètement anodines? Comment savoir si les gens qui vous écrivent et qui, eux, peut-être ont des choses à cacher au pouvoir, quand ils vous écrivent, ne s'attendent pas à être espionnés, et pourtant vont l'être, puisque vous serez vous écoutés. Donc même si vous n'avez rien à cacher, vos correspondants, eux, peut-être ont quelque chose à cacher. D'autant plus que la loi permet de surveiller les relations. Non seulement les relations, mais de toute façon, elle va permettre d'écouter absolument n'importe qui. Donc dans tous les cas, même si soi-même on estime n'avoir rien à cacher, ce qui est très probablement faux, je connais absolument personne qui n'ait rien à cacher, encore une fois, il faut se situer à la fois non seulement dans la protection de soi-même et de sa vie privée, parce que c'est important, et que si on n'a pas de vie privée,
Quand il y a des débats, on a fait un débat autour de Citizen4 à Brest il y a une semaine, je demandais aux gens, mais est-ce que simplement vous vous comportez de la même façon quand vous pouvez être vu par vos voisins ou quand vous êtes sûr d'être complètement seul? Et évidemment, la réponse est non. Évidemment, la réponse c'est quand on se sait surveiller, quand on sait qu'on peut être vu, on n'a pas le même comportement que quand on est tout seul. Mais de la même façon, on n'a pas le même type de réflexion non plus. Quand on sait qu'on est surveillé, on s'interdit de penser certaines choses. Simplement pour rester dans le cadre, pour rester dans le moule, pour éviter d'attirer l'attention plus que nécessaire. Et dans ce type de société où tout le monde est surveillé potentiellement, même si on ne vous regarde pas à un moment précis, comme vous savez que vous pouvez être surveillé, vous n'êtes plus aussi libre qu'avant. Vous avez perdu cette liberté, ce qu'on appelle la société du panoptique. C'est-à-dire vous vous censurez, vous vous dites je ne dois pas me faire remarquer. C'est l'idée d'une prison où à ciel ouvert. C'est plus qu'à ciel ouvert, c'est où les prisonniers se surveillent eux-mêmes parce qu'au centre d'une prison en cercle, on a une tour avec potentiellement un gardien qui regarde toutes les cellules. Que le gardien soit là ou pas, les prisonniers se tiendront tranquilles. Là, c'est pareil, mais à l'échelle de toute la société. Simplement, le fait de savoir qu'on peut être surveillé fait que... Et donc, j'essayais d'expliquer aux gens ça, simplement. Vous ne pouvez pas rester inactif face à ça. Vous ne pouvez pas vous en foutre. Ça n'est juste pas possible parce que ça va changer la société dans laquelle vous allez vivre. Ça vous empêchera peut-être de vous mobiliser pour d'autres causes demain parce que le gouvernement saura non seulement ce que vous pouviez dire ou penser, mais saura aussi quoi vous dire pour vous amener à penser ce que lui souhaite, simplement parce qu'il aura surveillé toutes les tendances de la société. Donc on ne peut pas se contenter de regarder et de dire « Oh, après tout, je m'en fiche, moi, je n'ai rien à cacher ». Il faut d'autant plus dire que le projet de loi permet de surveiller aussi bien les questions d'intérêt économique, les enjeux diplomatiques, les mouvements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a tout un spectre qui concerne en clair toute la vie sociale. Oui, la loi concerne 7 points différents, mais en pratique, ça recouvre absolument tous les compartiments de la société, absolument. Et le gouvernement nous dit depuis maintenant un certain temps aussi qu'il ne va pas surveiller les contenus des citoyens et que donc on est protégé. Je voudrais juste un dernier mot là-dessus. Quand il nous dit « je ne m'intéresse qu'aux métadonnées », je vais prendre 2 exemples. Expliquez ce que ça veut dire. Parce qu'il y a le côté technique qui nous fait écran à tout ça. C'est assez simple. Imaginez qu'on vous envoie un courrier sous enveloppe. Vous avez à l'intérieur une lettre. Ça, c'est le contenu. Comme son nom l'indique, il est enfermé dans une enveloppe. Sur l'enveloppe, vous avez une adresse. Vous avez un cachet de la poste qui va donner aussi une date et un lieu d'envoi. Ça, c'est visible de tout le monde, en tout cas du facteur. C'est ce qu'on appelle des métadonnées. C'est exactement la même chose sur Internet. Quand vous envoyez un message, un certain nombre de données passent en clair. Le message, lui, n'est pas censé être en clair. Voilà. Il peut être chiffré ou pas, mais en tout cas, les intermédiaires s'interdisent de le lire. Le gouvernement nous dit, moi aussi, je vais m'interdire de le lire. Je ne m'intéresserai qu'aux métadonnées, donc aux enveloppes de tous les petits paquets qui transitent sur Internet. Il y a 2 exemples que j'utilise pour expliquer l'importance des métadonnées. D'abord, c'est l'exemple du rhinocéros. C'est une pancarte en Afrique à l'entrée d'une réserve de rhinocéros qui demande aux gens, quand ils prennent en photo des animaux, de retirer sur leur appareil photo la géolocalisation, parce que sinon, quand ils publient les photos sur leur blog ou sur Facebook, les trafiquants d'ivoire, les braconniers, repèrent où la photo a été prise, à quelle heure, pour savoir exactement où se trouvent les rhinocéros, quelles sont leurs habitudes pour pouvoir les chasser. Donc voilà ce que c'est qu'une métadonnée qui n'a pas d'importance. La photo, évidemment, les braconniers s'en fichent, comme le gouvernement se fiche des contenus. Ce qui compte, c'est de savoir où se trouve la personne, à quel moment. Et ça raconte évidemment beaucoup plus de choses que le contenu lui-même. On se doute que quand le gouvernement va surveiller les terroristes, en tout cas, il ne va pas s'amuser, lui, à aller regarder les vidéos de Daesh et autres. De toute façon, il sait où les trouver. Ce qui l'intéresse, ça n'est pas le contenu, c'est de savoir qui, à quel moment, va regarder donc les métadonnées. C'est ça qui compte. Donc quand le gouvernement dit « je ne m'intéresse pas au contenu », en pratique, évidemment, il ne s'intéresse pas au contenu, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce sont ces métadonnées qui nous apprennent des choses. Deuxième et dernier exemple, que j'aime bien aussi, et je profite d'être à Mediapart pour le citer, les journalistes protègent leurs sources. C'est important, surtout ici, de protéger ses sources. Juste avec des métadonnées, quand vous allez interviewer quelqu'un,
qui va vous donner une information confidentielle sur un dossier. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui savaient, donc une cinquantaine de sources potentielles. Vous ne direz pas, vous, en tant que journaliste, laquelle c'était. Mais vous n'avez pas éteint votre téléphone portable et votre source non plus. Il suffira, sur les 50 sources potentielles, de regarder où se trouvait le téléphone portable pendant les quelques semaines précédentes la sortie de l'article et où se trouvait le vôtre, sans écouter, sans avoir écouté vos conversations, juste en allant regarder les journaux de vos opérateurs, et on pourra, en regardant exactement, tiens, à ce moment-là, ils étaient tous les deux au même endroit, donc voilà la source. Et là, on n'a rien écouté des contenus, mais on sait tout. Donc voilà, il faut faire très attention, les métadonnées, ça raconte beaucoup plus de choses que des contenus. Donc quand le gouvernement dit, moi, le contenu ne m'intéresse pas, évidemment, ça n'est pas ça qui est important, ce sont les métadonnées. Mais le journaliste, c'est très important ce que vous dites, parce qu'il y a eu un amendement soi-disant protecteur qui a été adopté sur des professions protégées, avocats, journalistes, magistrats. Et en fait, quand on regarde cet amendement, il prévoit au contraire que le Premier ministre peut quand même décider de surveiller ces professions sur simple avis consultatif de la Commission. En pratique, la Commission n'a aucun pouvoir réel, elle n'a qu'un pouvoir commission dite de contrôle. Voilà. Alors, j'ai préparé un petit clip qu'on verra tout à l'heure, peut-être si vous avez le temps de le passer, qui fait un parallèle entre le Patriot Act et ce qui s'est passé aux États-Unis, les révélations d'Edward Snowden, quelques séquences du film Citizenfour et quelques séquences de ce qui s'est dit en France, ce qui a été dit en France par nos hommes politiques, et qui montre en particulier cet aspect des choses, qui est que aux États-Unis, pareil, de la même façon, les autorisations devaient passer par un comité. En pratique, on voit dans Citizenfour que ce comité, les gens le surnommaient le comité du oui. Voilà, ça résume assez bien la situation, je pense. Je l'ai rappelé sur Mediapart, pour avoir été acteur en tant que victime d'une histoire d'écoute téléphonique du pouvoir exécutif, je peux témoigner que la commission de contrôle est complaisante ou naïve, que les demandes sont maquillées, qu'on raconte des fariboles après. Enfin bref, quand on donne la main au pouvoir exécutif et à sa part d'ombre, il se débrouille. Merci Laurent Semla.